Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Céline, bookstagrammeuse. Bonjour Céline, Bonjour, ça va? ça va bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Pas de souci, merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. C'est avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, donc je suis Céline, 41 ans. J'ai du coup le compte Les Lectures de Nounou, un compte où je mets en avant mes lectures, mais également les lectures de ma fille, qui a 8 ans, des lectures que je souhaite minorer et inclusives le plus possible. D'accord. Dans quel contexte géographique tu as grandi? Alors moi, je suis née, j'ai grandi et je vis en Île-de-France. Je suis née, j'ai grandi dans l'Ouest parisien, D'accord. euh, une ville assez cossue du 92, où la mixité était présente, mais elle n'était pas forcément conscientisée. Parce que du coup, quand tu vis dans une ville où tu as majoritairement des personnes blanches, tu adoptes, enfin, en tout cas, ça a été le cas pour moi, j'ai adopté certaines normes qui ne m'étaient pas forcément dédiées de base, mais tu suis un peu la majorité. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu es toujours dans l'Ouest parisien ou tu as bougé un peu Non, après? non, maintenant je suis dans l'Est parisien, totalement le contraire. D'accord. Où là, pour le coup, je vis vraiment la mixité, qu'elle soit sociale, culturelle, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, après l'âge aide aussi. Je me rends compte de certaines choses. Il y a une déconstruction, enfin, il y a des déconstructions que j'ai entamées. Mais je suis restée dans l'Ouest parisien jusqu'à mon adolescence. Hmm. Et il a vraiment fallu que je vois autre chose. Parce que j'ai eu un moment également en Seine-et-Marne, D'accord. où du coup les réalités pouvaient être différentes parce que j'étais totalement à la campagne, alors que dans le 92, j'étais juste à côté de Neuilly. Euh, Ah et, oui. euh, mais c'était intéressant, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis avec mes questionnements et mes envies. D'accord. Bon, bah, c'est pas plus mal que on va dire, tu te trouves maintenant dans un lieu un peu plus mix qu'avant, ça Totalement. a évolué, on va dire. Ne serait-ce que pour ma fille, oui. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt à part la lecture? Alors, ça va être assez basique, hein. Je pense que, comme beaucoup de personnes, je vis pour la musique, donc c'est quelque chose qui m'accompagne. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mood du moment, donc en fonction de mes émotions, etc. Je vais écouter certaines musiques comme je le fais pour les livres. Et j'ai une passion pour le homemade, donc tout ce qui touche au naturel, que ce soit de la cosmétique, que ce soit pour les cheveux, pour le corps. Voilà, c'est ma petite passion. D'accord. Bah, merci d'avoir détaillé tes centres d'intérêt. On va venir, enfin, on va aborder la partie création de contenu Oui, sur Instagram essentiellement, parce que je crois que c'est ta seule plateforme. oui, malheureusement encore aujourd'hui. Avant de te lancer sur Instagram, est-ce que tu avais déjà eu une première approche de la communauté littéraire? Alors, j'ai été followeuse sur mon compte perso.
C'était d'abord principalement du coup des comptes anglophones parce que je lis relativement plus de titres en anglais qu'en français. J'ai commencé à suivre il y a 3 ans à peu près des comptes français, mais j'avais ce problème de pas pouvoir retrouver du coup des personnes qui pouvaient moi m'interpeller par rapport à mes problématiques, enfin à mes identités personnelles, comme des personnes lectrices et handicapées, des personnes lectrices mais plus de 30 ou 35 ans. Donc je sentais un peu un manque. Après, quand je dis des personnes lectrices, j'entends à chaque fois des personnes minorées, hein. Je D'accord. parle et je pense à chaque fois aux personnes minorées. Ok. Ouais, donc tu avais déjà cette conscientisation déjà toi bien avant de te lancer sur les réseaux. Par rapport aux différentes discriminations dans le monde de l'édition, tu veux dire? Oui, c'est ça, par rapport à la communauté littéraire de manière générale. Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais déjà conscientisé, je pense que tu avais peut-être déjà conscientisé le fait que, oui, il y avait pas mal d'inégalités et que. Ouais, ouais, euh, ouais. Ouais, ouais, bah, totalement. Mais en fait, j'ai toujours été passionnée de lecture et du coup, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec différentes personnes, que ce soit en médiathèque ou que ce soit en librairie. Et petit à petit, plus tu vas communiquer avec des personnes et puis tu vas te rendre compte qu'il y a des écarts, mm, d'inégalités. Quand tu vas vouloir chercher un livre, en plus aujourd'hui j'ai une fille, mais tu vois, il y a 6 ou 7 ans, non, ouais, 5 ou 6 ans, quand je cherchais du coup des premières lectures en français, bah, j'avais toujours cette problématique. Alors bien sûr, il y a des titres que tout le monde connaît comme Un million de papillons noirs de Laurent Safou, mais ça fait pas ça fait pas une bibliothèque pour un enfant. mm. Donc oui, c'est quelque chose que je conscientisais avant et c'est une des raisons qui a fait que j'ai créé ce compte-là. D'accord. Et comment dire? Comment tu cherchais, on va dire, les lectures? Par quels moyens tu t'essayais de diversifier tes lectures, sauf que ce soit pour toi ou pour ta fille? Alors, c'est un process en fait qui a pas trop changé, que j'utilise encore aujourd'hui, mais je fais principalement tout par moi-même. Donc j'utilise différentes plateformes, que ce soit pour suivre des autoristes, pour suivre des maisons d'édition que moi, par expérience, j'ai pu rentrer du coup dans ceux qui proposent des catalogues plus ou moins minorés. Mm. Des créatrices également de contenu. Je suis également tout ce qui est traduction parce que tu vois, ma fille, elle a quand même beaucoup plus d'albums en anglais qu'en français, mais quand il y a des traductions, bah, ça me fait super plaisir parce que c'est quelque chose qu'elle-même peut lire. Mm. Mais voilà, je suis un peu une adepte des listes, donc j'aime beaucoup tout écrire, avoir différentes listes et pouvoir tout chercher par moi-même. Maintenant, Instagram, ça aide également parce que je vais pouvoir suivre des comptes comme les tiens qui permettent d'avoir des posts avec des listes de titres qui sortent, par exemple, tel mois. Mm. Donc, on passe toujours à côté de certains titres, donc ça me permet, moi, de mettre à jour, d'updater en fait mes listes. Ok. Bon, bah, contente que ça te serve. Eh oui. Et du coup, tu m'as dit que tu avais commencé quand? C'est il y a 3 ans, c'est ça? Non, j'ai commencé à suivre il y a 3 ans sur mon perso et j'avais commencé en fait sur mon perso et j'ai des amis très soutenantes
qui m'ont dit allez, vas-y, lance-toi, crée ton groupe. Donc je l'ai créé il y a un peu plus d'1 an, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça fait qu'un an. Pourtant, j'ai l'impression que je te connais depuis. Enfin, que je connais ton compte depuis plus longtemps. Je suis pas très douée en termes de date, donc c'est peut-être 2 ans, ou ça va faire 2 ans, peut-être. Non, oui, ça va faire 2 ans. Ok, ça marche. Quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais non, ça fait pas 3 ans, ça c'est certain. Ok. Ah oui, bah comme quoi. Enfin, à force tu t'habitues en fait aux gens que tu suis et du coup, tu as l'impression qu'ils sont là depuis hyper longtemps, mais en fait, non. Tellement. Mais il y a des personnes, ce qui est drôle, enfin drôle, c'est que il y a certaines personnes du coup que je suivais du coup depuis, au total ça fait beaucoup plus de 3 ans et ça permet aussi de voir les évolutions de chacune, parce que les contenus qui étaient proposés il y a 4 ans sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Ah oui, bah clairement, moi aussi, ça n'a rien à voir. Non, effectivement, j'ai été chercher, c'est bien. Il y a plus de 2 ans, voilà. Ok, ça marche. Et enfin, quel regard tu portes sur la communauté enfin, il y a 2 ans et maintenant, est-ce que tu constates des évolutions ou des changements positifs ou au contraire, est-ce que tu as des choses à soulever qui sont pas forcément, enfin, qui sont perfectibles, on va dire? Alors, de mon prisme, voilà, ça reste vraiment une opinion personnelle, mais de mon prisme en tant que femme noire, handicapée et électrice, je vais dire que les évolutions, elles sont pas forcément très présentes. Ce que je vois surtout, c'est que comme dans n'importe quel groupe social, les personnes qui pouvaient être les plus présentes pour pointer du doigt des problématiques au sein du monde de l'édition, au bout d'un moment, elles s'épuisent. Euh, euh, et la problématique que moi je vois sur le monde, enfin sur l'édition française, c'est qu'on est encore beaucoup trop normé. Donc tu vois, tu vas être une créatrice, mais du coup une créatrice de contenu noir. Et toutes tes autres identités queer, handicapées, elles n'existent pas. Il faut que toi, tu sois noir et toi, tu vas être du coup le créateur ou la créatrice, pardon, queer. Et ça me pose problème. Ça me questionne parce que je vois pas comment on peut aller sur de l'inclusivité en restant du coup dans ces cases. Chose que je retrouve quand même moins souvent sur le Bookstar anglophone. Donc, je j'ai pas forcément une opinion positive, je dirais pas négative non plus, mais voilà, les problématiques, elles sont toujours présentes. Trouver des titres qui nous représentent de manière juste, avec des autrices ou des illustratrices concernées, c'est toujours autant difficile sur le catalogue français. Et les problématiques des maisons d'édition sont toujours les mêmes. Donc voilà, je pourrais pas dire que j'ai une opinion positive. Et je vois surtout un épuisement en fait. Et ça, dire, ouais. C'est vrai que c'est inquiétant, comme tu viens de le dire. Parce que moi, quand je me suis lancée il y a 4 ans, il y avait quand même pas mal de comptes qui étaient vocaux par rapport aux problématiques de l'édition française. Et ces comptes-là, 4 ans plus tard, ils sont plus présents. Enfin, donc, ouais, tu vois quand même qu'il y a certaines personnes, pas qui étaient des références, mais qui pointaient vraiment systématiquement les gens et qui en ont eu marre, je pense. Et je pense qu'il y a aussi
peut-être une approche confusante, tu vois, parce que sur ce type de compte, pardon, alors effectivement, on est sur du booksta, mais on est également sur de l'activisme. Hum, Et quand tu rentres dans de l'activisme, tu as tout un monde que tu ne connaissais pas forcément de la haine qui déferle en fait sur ton compte. C'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut pouvoir gérer. Il faut avoir une bonne structure, tu vois, perso pour pouvoir accepter en fait toute cette violence. Et je pense que on s'en rend pas forcément compte quand on lance son compte et qu'on décide de dire certaines choses, tu vois. Ouais, c'est ça, tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait des vagues d'harcèlement Ah, ou que tu sois boycotté. ah. Et c'est malheureux parce qu'en fait, on nous dit en fait que notre place elle est présente au sein de la société, mais en fait, on reproduit les mêmes mécaniques qu'on va trouver dans notre société à partir du moment où tu es une personne minorée et que tu vas pointer du doigt une problématique, bah, on va essayer par tous les moyens de te faire taire parce qu'on veut pas en fait être confronté à ce qui ne va pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est typique de la France. Je ne sais pas si c'est typique de la France, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc, tu sais, de l'humanisme en France. On est le pays des Lumières et donc tout le monde doit se conformer à cette idée que non mais il n'y a pas de race, on est tous et toutes euh, 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 égaux égal. Et donc, surtout, ne disons rien. Alors que dans les pays anglophones, il y a tout un historique de l'activisme qui a été beaucoup plus présent et qu'on retrouve même également aujourd'hui dans toutes les arcanes des sociétés, par exemple aux États-Unis. Chez nous, on n'a pas ça. Donc, je pourrais pas dire pour les autres pays d'Europe parce que de toute façon, j'y vis pas. Mais il y a vraiment un truc sur en France, en fait, tu vas avoir l'humanisme et c'est tout. Oui, il y a ce manque de... Parce que quand tu disais tu peux être qu'une femme noire et tu peux pas avoir d'autres identités, du coup, ça me faisait penser du coup au terme intersectionnalité où tu peux pas inclure plusieurs Totalement. Mais représentations en fait de ta personne. Je sais pas comment expliquer, mais... tu vois, moi, je me définis comme afroféministe intersectionnelle et je me rends compte dans les différents échanges que je peux avoir avec des personnes françaises que l'intersectionnalité dans la conscience des gens, ça rentre en contradiction totale avec l'humanisme. Et c'est vraiment fatigant, tu vois, de devoir être opposé tout le temps à cet humanisme, alors que j'essaye juste de pouvoir représenter toutes mes identités. Mais bon, il y a encore plein de choses à faire. Mais bon, je reste persuadée qu'il y aura toujours des personnes qui élèveront leur voix. Et moi, j'ai 41 ans. Ce que je remarque quand même, pour une note positive, hein, c'est que les jeunes générations sont quand même beaucoup plus présentes. Elles rentrent en déconstruction beaucoup plus tôt. Ouais. Que moi, en tout cas, moi et les personnes que je connais qui ont le même âge que moi, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tardivement, pardon. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose parce qu'en plus, elles ont les codes des réseaux sociaux, de l'Internet, chose qu'on n'avait pas forcément à notre époque. Donc, l'espoir est toujours... les informations sont plus accessibles. Totalement. Donc, ouais, forcément, c'est un peu, entre guillemets, logique, quoi. Vu que maintenant, pas tout est accessible, mais je veux dire, si tu as, accès à Internet ou si tu as accès à divers canaux pour t'informer, tu vas...
Tu vas potentiellement aller plus vite que quelqu'un qui a pas connu ça dans sa jeunesse, quoi. Totalement. Mais tu sais, il y a aussi cette mécanique que moi, j'avais pas. C'était, tu vas avoir pléthore d'informations et tu vas essayer de chercher, d'analyser, de comprendre et, Mm. euh, et de trouver un champ de vérité dans toutes ces informations. Moi, à mon époque, on avait une information et il n'y avait pas cette mécanique de est-ce que l'information est réelle. En fait, tu remettais pas en doute ce que tu pouvais voir. Bah voilà, moi j'avais quoi à l'époque? J'avais la télé, j'avais la radio, et en fait c'était toujours les mêmes contenus et les mêmes stigmatisations, tu vois, des personnes minorées. Mm. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on va aller chercher l'information par soi-même. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Oui, c'est ça, les sources se diversifient et tu peux faire ton Mm, propre. Enfin, les gens ont une pensée critique par rapport à ce qu'ils consomment, je pense. totalement. Par rapport à ta création de contenu, je voulais aussi mettre en lumière le challenge bingo lecturial que tu as créé avec Sophia du compte La Littérature. Oui. Est-ce que tu peux expliciter enfin, d'où vous est venue l'idée et en quoi ça consiste? Alors, d'où nous est venue l'idée? Je pense que donc avec Lai, on s'est trouvé du coup par le biais d'Insta et dans nos diverses conversations, on s'est rendu compte on a beau ne pas être des mêmes générations, on avait ce même constat de où est notre place dans la littérature. Et tu sais, quand tu commences à échanger des souvenirs de quand tu étais petite et puis des bouquins que tu as pu lire que tu n'avais pas du tout conscientisé à l'époque, mais avec le recul, tu te rends compte que c'était ultra problématique. Petit à petit, on s'est dit, mais de quelle manière nous, on peut faire quelque chose pour montrer que qu'on est présent, qu'on est présente et que la littérature, elle englobe vraiment toutes les minorités. Je pense que c'est parti de là. Et en gros, le challenge, c'est sur un an, proposer des catégories de lecture à des personnes qui lisent, mais pas forcément, enfin, des personnes qui lisent régulièrement, mais pas forcément uniquement que ces personnes-là. Ça va vraiment être pour proposer du coup de lire différemment, de conscientiser du coup sa lecture et chose qu'on fait pas forcément parce que pour beaucoup la lecture c'est un moment de plaisir où du coup je vais entre guillemets euh, éteindre mon cerveau et juste me divertir. Mm. Euh, ok, on peut se divertir, mais il y a aussi tout l'aspect du coup sociétal, parce que malgré ce que peuvent dire certaines personnes, la lecture reste politique. Donc nous, on réfléchit, là c'est la deuxième année, on a réfléchi à des catégories de lecture pour proposer aux gens une autre manière d'aborder la lecture. D'accord. Donc tu as des cases, 12 cases, et en gros tu coches une case. Alors ça peut être un graphique par une personne minorée, une BD par des autoristes autochtones, de la poésie par des autoristes Swana, mais voilà, on a essayé du coup de représenter des minorités qu'on ne retrouve pas forcément, mais qui sont présentes, parce que bon, on a quand même essayé d'aller chercher, tu vois, des titres en fait, euh, qu'ils soient en français ou en anglais, avant du coup de proposer ces cases-là. Et voilà, peu importe en fait qu'on finisse pour une personne qui participe, peu importe qu'elle finisse
toutes ces cases avant le 31 décembre ou non. Pour nous, le principal, en fait, c'est déjà de faire l'exercice d'aller chercher des contenus qu'on ne lit pas forcément et ensuite de pouvoir échanger tous ensemble. Oui, c'est intéressant comme concept parce que c'est vrai qu'il y a des challenges de lecture, j'en ai pas vu, enfin, on va dire inclusif, j'en ai pas vu beaucoup. Non. Et apparemment- même en anglophone, en fait, tu vas trouver des challenges, mais ça va être challenge spécifique communauté afro-US ou communauté latinx ou communauté native, et tu retrouves jamais en fait tout ce qui fait la richesse de toutes les communautés minorées. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on devrait être une force. Mais voilà, on fonctionne encore beaucoup trop en termes de normes, de cases. Et tant qu'on n'aura pas cassé ces cases-là, ça sera compliqué. Je sais qu'il y a 2 autres bookstagrammeuses qui ont lancé un challenge aussi inclusif avec pas mal de catégories. Oui. C'est Isan et Oui. Théo, je crois, de Tostéis, qui ont un peu dans le même genre. Du coup, eux, donc ils se basent sur, ils partent du coup de la thématique Magical Girl. Et à partir de ça, du coup, pour pouvoir, en gros, vider sa palle. Donc, tu vas lire des bouquins et dans tes bouquins, il y a forcément certains tropes ou certaines catégories et ça va te permettre en fait de cocher des catégories, de gagner des points chaque mois pour à la fin avoir pu vider ta palle, ta pile à lire le plus possible. Ouais, c'est ça, c'est Vite ta palle, Magical Girl Challenge, je crois. Je sais plus exactement l'intitulé exact. Bon, mais je crois que c'est bien ce que tu viens de dire. Avant de passer à la partie lecture, est-ce que tu as des points à ajouter par rapport à ce que tu proposes sur les réseaux sociaux et est-ce que tu as des questions me regardant par rapport à la création de contenu? Non, je n'ai pas forcément de questions. Comme je l'ai dit au tout début, le compte, c'est pas juste un compte sur mes lectures, c'est aussi un compte sur les lectures de ma fille. Et elles sont tout autant importantes. Et au-delà de ça, il y a aussi ce que je fais beaucoup en story, c'est mon ressenti en tant que personne minorée au sein de la communauté, au sein de la France, pardon. C'est quelque chose que je partage beaucoup parce que j'ai des choses à dire, j'ai des moments de doute, de questionnement et de colère. Donc voilà, j'ai pris le parti en fait de dire ce que j'avais envie de dire de manière le plus raisonnée possible. Mais c'est pas juste retrouver des avis de lecture sur tel ou tel livre. Oui, tu as quand même une réflexion plus globale sur ton vécu Oui. et celui de ta fille. D'accord. Et ouais, j'imagine que déjà ce que tu lui fais lire maintenant, ça va être un peu déterminant, entre guillemets, si elle continue de lire après en tant qu'adulte. Écoute, je sais pas si ce sera déterminant parce que je pense que on est chacune nos propres maîtres, maîtresses de nos choix. En tout cas, j'essaye d'être
d'accompagner le plus possible pour qu'elle ait une vision inclusive, mais tout en étant réaliste. Je n'aime pas trop le concept de cacher les choses aux enfants, parce que oui, ce sont des enfants, il faut les laisser tranquilles avec les histoires de grandes personnes. Je pense qu'on peut dire les choses aux enfants avec des mots d'enfant pour qu'ils puissent comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec elle, et depuis le début, elle a toujours été au courant que nous, venant de la Guadeloupe, nous sommes descendantes d'esclaves. Elle sait ce que ça veut dire, elle sait ce que ça représente pour sa famille, et je pense que c'est important de dire les choses. D'accord. Maintenant, elle fera ses propres choix. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très grande lectrice comme moi. Elle a une bibliothèque qui est effectivement diversifiée et inclusive. Des fois, ça peut être un peu difficile pour elle, parce que en faisant le choix d'éduquer ton enfant comme ça, tu vas le confronter aussi à une différence quand l'enfant va sortir de chez toi, et que l'enfant va être confronté à d'autres structures. Parce que tu vas à l'école, certains titres qu'elle va lire, c'est des titres que les gens ne connaissent pas du tout. Moi, j'ai fait, je continue de faire de la lecture en école, et c'est pas forcément tout le temps évident. Parce que sur Insta, on est un peu dans un microcosme, tu sais, où du coup, tu as cette impression que tout le monde est déconstruit et que tout le monde est conscientisé, sauf que non, pas du tout, c'est pas la réalité. Donc c'est juste ça qu'il faut savoir doser avec l'enfant, parce que ça peut vite devenir quelque chose d'oppressant, en fait, pour les enfants. D'accord. Écoute, on va passer à la partie plutôt lecture. Je voulais savoir quel était ton genre de prédilection. Alors, de base, depuis que je suis petite, j'ai toujours été passionnée du coup par l'imaginaire. Donc, j'ai toujours lu de la fantaisie, qu'elle soit héroïque. Alors, j'ai beaucoup moins de souvenirs sur certains sous-genres de la fantaisie, mais en tout cas, l'héroïque fantasy, ça a toujours été quelque chose qui me passionne et qui m'a passionnée. En grandissant et en mûrissant, je me suis intéressée à tout ce qui était essai, sociologie, psychologie, chose que je ne lisais pas du tout, de la vérité, jeune adulte. Je pense que j'avais, mis à part pour les cours, j'avais jamais ouvert un bouquin de moi-même. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et sinon, le troisième domaine, ça serait tout l'univers graphique. Donc, que ce soit des mangas, que ce soit de la BD, du comics, c'est quelque chose que j'adore. D'accord. Et tu lis aussi... Est-ce que tu lis en roman, tu l'appliques aussi en BD Totalement. Oui, totalement. Tu parles de mon intérêt pour les lectures minorées, hein, on est d'accord? Oui. Enfin, je veux dire, de ce que tu lis en roman, là, tu m'as cité l'heroic fantasy, etc. Est-ce que tu le retrouves aussi en BD? Tu le lis aussi en roman graphique? Oui, l'imaginaire, je le retrouve. Il me suit partout, que ce soit du roman ou du graphique. Je vais lire un petit peu plus de contemporain, du coup, dans le graphique. Mais je reviens tout le temps à l'imaginaire, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et en général, quand c'est du contemporain sur du graphique, c'est souvent, tu sais, de la bio ou de l'autobiographie ou du témoignage. Donc, par rapport
à une problématique, une discrimination ou une réflexion par rapport à son identité. Mais oui, je lis pas énormément de romances. Oui, je reste vraiment, enfin voilà, mon genre préféré, c'est la SFFF. Depuis quelques années, je me suis intéressée à la science-fiction, chose que je faisais pas auparavant parce que j'ai toujours trouvé que la science-fiction, c'était difficile. Donc voilà, il y a des lectures qui me passionnent, d'autres où je me dis non mais c'était pas pour moi, mais j'essaye, je continue, mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui me passionne la SF parce que c'est un genre pour moi un peu délicat, voilà. D'accord. Ah oui, je t'ai pas demandé est-ce que tu m'as cité, enfin, tu as parlé, tu as mentionné brièvement tes études que tu étais amenée à lire. Du coup, tu as fait quoi comme études? Littérature britannique. Alors c'était il y a très très longtemps. J'ai fait, je sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, LLCE. Ah oui, d'accord. Donc j'étais plutôt dans des études très classiques avec des contenus également très classiques, très white centrés. Donc durant toutes mes études, je me suis pas du tout questionnée et ni intéressée sur la littérature minorée. En plus, tu vois, j'étais sur du 18e, 19e siècle. J'avais pas du tout ce Ok. Et c'était par passion que tu as choisi cette filière? Ah non, pas du tout. D'accord. C'était pas. Alors, je fais partie de ces personnes en fait qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire. D'accord. Et après mon bac, comme j'étais sur Paris, juste à côté de Jussieu, bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai dit oui, moi aussi, je vais à Jussieu. Je vais faire du droit. J'y suis restée un mois et j'ai compris qu'en fait, le droit n'était pas pour moi. Donc, il a fallu trouver à la hâte un autre cursus. Et en fait, c'était la facilité. J'avais fait du coup anglais sup au bac et du coup, je dis bah, je vais faire de l'anglais. Voilà. Dans la continuité ouais, de ce que tu avais fait ici. Ok. Mais j'ai pas du tout de passion pour la traduction. D'ailleurs, je me suis jamais destinée à la traduction, ni même à la recherche. Voilà, c'était la facilité. D'accord. Ah, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de profils littéraires sur les réseaux. Enfin, je Oui, rencontre je peu pense de. que en vrai, ça s'entend. Enfin, ça a du sens aussi parce que bah, malgré tout, pour intéresser une communauté, il faut soi-même être à l'aise pour écrire et puis pour partager. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui fait sens. En tout cas, sur Insta ou même sur les blogs, et après sur les contenus vidéo, je pense que ça doit être un petit peu plus diversifié. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me suis pas posé la question par rapport aux plateformes. Mais ouais. Tu vois, c'est pas, enfin, tu prends du TikTok, même si effectivement c'est quelque chose qui est réfléchi et puis qui est tourné, etc. Il n'y a pas cette notion forcément, il n'y a pas forcément la même importance sur l'écrit, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Pas faux. Mais des fois, j'ai un peu l'impression d'être un ovni. Pourquoi? Non, mais c'est parce que moi, j'ai un profil plutôt scientifique. Enfin, j'ai fait que des sciences, moi, dans ma vie. Donc, c'est vrai que c'est un peu atypique par rapport à ce que je rencontre. Mais en vrai, t'es pas la seule. Enfin, si je dis pas de bêtises, tu vois, Laurie.
Ah oui, Euh, elle a fait un peu d'infos, enfin data science, je crois, ou je sais plus. ouais, Mais oui, elle a eu un profil aussi. ouais. Bah, il y en a quelques-uns quand même. J'ai aussi interviewé des médecins, etc. Mais c'est vrai que c'est moindre que, la proportion est moindre que. Oui. Mais bon, oui, c'est un peu logique, hein, tu me dis. Mais du coup, je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi des comptes parce que les perspectives sont peut-être aussi différentes, tu vois, en fonction de nos appétences et d'où on vient. Mm. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien apporter des fois mes petits calculs. Je disais, je me suis fait la réflexion la dernière fois, le genre de contenu que tu apportes, tu vois, avec des statistiques, malheureusement, c'est quelque chose qui est quasi inexistant dans Mm. le Booksta français. Et en vrai, ça apporte énormément d'informations et ça appuie également toutes les communications qu'on peut avoir. Donc, je trouve que c'est vraiment. J'espère que tu continueras à faire ce genre de contenu parce que non, c'est important. Ouais, ouais, bah moi ça me plaît. Donc, c'est vrai que c'est très chronophage de tout recenser, tout calculer, mais j'ai trouvé un moyen un peu plus rapide de le faire. Donc, ouais, si, moi j'aime bien. Bah, puis après, ça va, c'est 2 fois par an, c'est pas non plus. Je le fais pas tous les mois. Je pourrais faire un bilan tous les mois, mais non, c'est trop. Euh, Ouais, ouais, et ouais. dire quoi, pardon? Non, non, pardon, je t'écoutais attentivement. D'accord. Est-ce que tu as une lecture marquante que tu as eue dernièrement? Hum, du coup, j'en ai sorti 3. Allez, c'est parti. Je me suis dit, il y a ma lecture et puis 2 lectures côté jeunesse. En fait, pour moi, celle des 2, 3 derniers mois, c'est La parole aux négresses. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, c'est du coup un essai, pardon, Ah oui, d'Awad. c'est Awatiam, je crois. Ah, ouais. Il est sorti chez Divergence et en fait, c'est un essai qui date des années 70, mais qui n'avait jamais été. Il a été publié dans les années 70, jamais réimprimé en France, alors que les réimpressions continuent dans les pays anglophones. Mm. Et en fait, c'est à mi-chemin entre du témoignage donc de femmes euh, noires en Afrique et la condition de la femme en Afrique et un essai par Awatiam avec une super préface d'ailleurs de Mme Fatou Niang. Donc, vraiment, c'est un bouquin qui m'a marqué. J'ai noté plein de trucs. J'ai plein de petits stickers partout. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte que 50 ans à peu près, 50 ans plus tard, on est toujours dans les mêmes problématiques. En tout cas, pour certaines, on a toujours des mécaniques patriarcales qui sont en Mm. place. Euh, et les choses n'ont pas forcément énormément évolué. Et en jeunesse, j'en ai 2. Et du coup, il y en a un en français et un en anglais. Celui en français, ça s'appelle Le Soleil d'Amina. Il est sorti chez Grund et c'est une histoire toute belle, toute douce, d'une petite fille du coup qui va vivre l'immigration. Et ça va vraiment être son cheminement du coup du départ de son pays natal jusqu'à l'arrivée dans ce pays qu'elle ne connaît pas et qui est diamétralement opposé parce que ça donne l'impression d'être au Canada, mais tu vois, il fait froid et c'est tout un conditionnement qu'elle ne connaît pas. Et puis la déchirure, du coup, parce qu'elle abandonne certains membres de sa famille là-bas. Donc, je l'ai trouvé
très beau. Et ça permet vraiment de lancer du coup des discussions avec l'enfant sur qu'est-ce qu'être immigré et, et, euh, et comment du coup être le plus ouvert et inclusif avec ces populations-là. Donc non, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Je connais pas. C'est vrai que j'ai moins de connaissances sur les albums. C'est un album, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un album. Sur Ouais. les albums jeunesse. Ouais. Ouais. Et le deuxième, c'est en anglais. C'est toujours un album jeunesse. Il s'appelle Big. Et c'est une illustratrice, pardon, que j'aime énormément et on a tous les albums à la maison. Elle s'appelle Vashti Harrison. Et c'est l'histoire d'une petite fille noire une petite fille noire grosse qui fait de la danse classique. D'accord. Ah oui, c'est vrai Donc, que il y a c'est ça moi. ouais. Et vraiment, il est très bien. Et en fait, elle a lu un autre. Là, c'était un roman en France d'Émilie. J'ai pas envie de dire de bêtises sur son nom de famille. Émilie Tatia. Ah oui, c'est Lima. Oui, c'est ça. Et elle, la honte. Désolée. Elle l'avait adoré et du coup, j'avais fait le lien avec ce roman-là parce que pareil, on était sur une petite fille racisée et grosse et dans l'album, j'ai beaucoup aimé la manière dont les émotions de cette petite étaient mises en avant. On n'est pas du tout sur un album avec une moralisation à la fin, on est vraiment sur soi-même, comment vivre en fait l'exclusion, comment vivre la discrimination et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'un enfant à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien illustré et pareil, tu vois, c'est des lectures qui me permettent de pouvoir échanger avec ma fille, de pouvoir lui poser des questions, de pouvoir, elle, l'intégrer. Est-ce que ça peut être un genre de situation que toi ou certaines de tes amis ont pu vivre. Donc, je trouve ça toujours très intéressant. D'accord. Bah, écoute, merci pour toutes ces recommandations. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la partie lecture? Bon, non, je pense pas. Je pense avoir fait le tour. Ah, si j'en ai oublié un, pardon. Honte à moi. En plus, je l'avais noté. Il y a un autre bouquin qui n'est toujours pas du roman, parce que là, la question, elle était un peu difficile pour moi parce que on est en septembre 2024. On a eu une année particulièrement difficile. L'année dernière était également difficile. Et en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur du roman. D'accord. Donc, je lis essentiellement du graphique et puis des essais. Et l'actualité française était un peu lourde, donc je sais pas, je n'arrive pas à décrocher. Mais j'ai lu un titre qui m'a marqué. Ça s'appelle La fin de leur monde. Fin comme avoir faim. D'accord. C'est d'Akhenaton, tu sais, le chanteur de I.Am. Et en gros, c'est la suite d'une de ses chansons qui s'appelle également La fin de leur monde, mais là, F.I.N. Et c'est un titre poème. Et il m'a extrêmement touchée parce que on peut dire des vérités de manière poétique, tout en étant impactant. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. D'accord. Bah, merci pour cette recommandation. Merci à C'est vrai toi. que je connais pas du tout je connais pas énormément d'ouvrages de poésie.
Écoute, je suis pas une adepte de la poésie, je dois dire la vérité. On a fait le choix cette année de rajouter une catégorie poésie que bon, de base en fait, c'était quand même pour mettre en avant les poètes, poétesses palestiniens, palestiniennes, mais on l'a élargi à Swana. Mais en tout cas pour moi c'est un exercice parce que c'est pas un type de livre que je vais lire et souvent je comprends pas forcément. Voilà, on va dire les choses. Donc je préfère le garder à distance. Mais c'est toujours challengeant, on va dire ça comme ça. Ok. Bah, écoute, j'espère que tu pourras cocher cette case d'ici la fin de l'année. Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ça fait déjà 50 minutes là. Le temps passe vite. C'est ça. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Tu vois, j'ai pensé à 3 personnes parce qu'en fait, j'ai l'impression de fonctionner par 3 depuis tout à l'heure. En autoriste, j'ai pensé, alors tu l'as peut-être dans tes tuyaux, mais j'ai pensé à Reine Debussy. Ah ouais, elle est déjà venue sur le podcast. Tu vois, voilà, notamment. En tout cas, une autrice qui mérite d'être plus représentée sur le Bookstar français parce qu'elle fait des choses incroyables. Son trait est magnifique et ses textes également. Après, j'ai pensé à les icônes de Kimia. Ah oui. Ouais, Et là, on est la jeunesse et je trouve pareil, en fait, je la trouve pas assez représentée. Elle en est quand même à son 2e, 3e volume, je ne sais plus. On en a 2 à la maison et vraiment, la manière dont elle a mis en avant ses personnalités est très bien faite. Ma fille, en tout cas, elle a pris plaisir du coup à découvrir plein de personnes. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire côté publication, diffusion, qui peut être intéressant et certainement faire des parallèles du coup avec le côté lecture. Ouais, c'est vrai que elle est éditrice et elle publie ses propres romans au sein de sa maison d'édition, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Il faut que je me procure les ouvrages. Et la dernière, c'est Nouria. Alors son compte, elle le fait elle l'écrit en anglais. C'est Reds for a Rainy Day. Ah oui, elle est intervenue aussi sur le podcast. J'ai tout raté. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, elle a fait partie de la saison 2, je crois, tout début de la saison 2. Donc c'était il y a presque un an, je crois, que je l'ai interviewée. Donc, bon, voilà. Plus tard, il faut aller voir son compte parce que elle a plein de titres qui sont géniaux, des titres qui sont minorés et j'adore son fonctionnement parce qu'on n'est pas dans un fonctionnement très normé, tu sais, de cases. Oui. Je peux être noire queer et puis Andy, enfin voilà. C'est très intéressant les livres qu'elle proposait. Ouais, j'aime trop son compte. Autant le fond que la forme. Ouais. Bah, écoute, merci pour ces très belles recommandations. Je ne manquerai pas de les mentionner sur le podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi, c'est sûr. On a enfin pu se caler une date. Oui, c'est vrai. Pardon? Je disais, j'étais prête aujourd'hui, c'est bon. Ah oui, il n'y a pas de souci. Écoute, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.